Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette lecture manga du mois de février 2024, donc où on va passer en revue toutes mes lectures de ce mois de février, et il y en a plutôt pas mal, donc ça va être un bon mois. Alors, premier manga de cette vidéo, Le quotidien d'une épée maudite, tome 4 et 5. Donc, Le quotidien d'une épée maudite, c'est vraiment ma série coup de cœur la plus récente, on va dire, parce que c'est une comédie qui déjà est dans un style très particulier niveau dessin, donc qui a sa propre personnalité assez facilement, quoi. Et en plus de ça, je trouve que les personnages sont très bien gérés et sont très vite attachants. Le truc auquel ça me fait penser à chaque fois, c'est Belzebub. Pas nécessairement dans l'humour, même s'il y a peut-être quelques similarités, mais vraiment dans ce truc qui fait que ils t'introduisent un personnage secondaire et il devient très vite iconique tellement son gag est bien pensé. Vous voyez? Genre les personnages de Belzebub, très vite tu t'y attaches, très vite ça devient presque ta bande de potes à toi, quoi, alors que t'es pas dans le manga. Et là il y a un peu ce même délire, c'est genre il y a une petite bande qui se forme, il y a des petits personnages un peu iconiques qui débarquent, et très vite ils arrivent à t'accrocher, très vite tu comprends leur délire et t'es avec eux, quoi. Et faire des personnages comme ça qui sont immédiatement attachants, immédiatement iconiques, je sais pas, random hein, comme ça, mais sur la couverture il y a le petit éléphant là, ça s'appelle comment déjà, un dégouffant, ouais, ça s'appelle un dégouffant. Le dégouffant là, petit gag random comme ça qui revient de temps en temps. Mais tu t'y attaches super vite parce que déjà le gag de base est un peu rigolo, mais en plus l'auteur arrive à iconiser le personnage en le faisant revenir de manière un peu random sans vraiment le souligner. Enfin, et ça c'est vraiment le niveau zéro de ce que je vous expliquais jusque là, parce que le dégouffant c'est même pas un vrai personnage. Mais les vrais personnages aussi deviennent très vite iconiques. Alors pour le lecteur bien sûr, hein, je suis conscient que que là si tu fais la liste des personnages des mangas les plus iconiques, t'as genre Sangoku tout en haut et t'as pas JB l'épée maudite juste après dans la tête des gens. Mais quand t'es lecteur de cette série, vraiment très vite les personnages te happe, quoi. Très vite tu vas absolument suivre leurs histoires et leur gag devient très familier et très sympathique à suivre. Et en plus de ça, il y a pas mal de l'histoire avance, quoi, et il y a pas mal d'innovations, de petits trucs sympas, de petites touches plutôt malignes. Par exemple, dans le tome 4 là, il y a un délire avec une illusion d'optique que je vous spoile pas. Alors c'est pas question scénaristique, hein, je vous spoile pas parce que c'est marrant à découvrir, quoi. Et ouais, donc il y a un délire d'illusion d'optique un peu au niveau du dessin. Et ça, c'est vraiment marrant. C'est le genre de truc que tu peux faire qu'en dessin. Et voilà, quoi. C'est le genre de petite touche qui te fait dire que cette série, vraiment, elle prend les choses au sérieux tout en prenant les choses au sérieux pour te faire rire, en fait. Et vraiment, le quotidien d'une épée maudite, super découverte. C'est ma dernière trouvaille en ce qui concerne les séries que je lis. Alors ensuite, Chainsaw Man, tome 15. Alors, là, va y avoir un truc un peu particulier. Le truc, c'est que ce format des lectures du mois, il a une particularité qui n'est pas toujours exploitée au maximum dans mes vidéos. Parce que bah, parfois c'est pas pertinent, mais aussi parfois parce que j'y pense pas ou que j'ai pas la mémoire qu'il faut pour. Mais le fait qu'on juge des tomes ou des groupes de tomes, ça a sa particularité, mine de rien, comme façon de procéder. Et du coup, ça permet quand même de souligner quand certains passages de l'histoire et certains tomes en particulier sont moins bons que d'autres. Et là, c'est ce que j'aimerais faire. Enfin, à mon goût toujours, hein, bien sûr. Ce tome de Chainsaw Man, le tome 15, je l'ai trouvé un peu en dessous du reste, pour être honnête. Parce que les tomes de Chainsaw Man m'ont habitué à vraiment une cadence plutôt cool, niveau révélation, niveau avancée de l'histoire, tout ça, tout ça. Et là, on est basiquement sur un combat tout le tome. Alors, il se passe un peu des trucs à la fin, je crois encore, mais globalement, ce tome, c'est un combat géant. Et du coup, par rapport au standard de Chainsaw Man, c'est un peu en dessous, je trouve. C'est un peu plan-plan, entre guillemets, sur la grande œuvre Chainsaw Man. Ce tome précisément, c'est une zone un peu plus neutre, un peu plus lambda. Donc je trouve ça moins intéressant que beaucoup d'autres tomes de la série. Donc voilà, c'est cette particularité du format qui me permet de dire ça en particulier sur ce tome-ci. Hein. Bien sûr, si je parlais de toute la série de Chainsaw Man, je me serais pas arrêté sur ce tome 15 pour dire « Oh, c'est une honte, ce tome 15, il est particulièrement... » Non, c'est juste que là, vu qu'on parle précisément du tome 15, ben, on peut se permettre d'avoir cette approche-là et de se dire « Est-ce que ce tome-ci serait pas un peu un moment calme, tu vois, dans le déroulé de la série, et est-ce que du coup ça le rendrait pas un peu moins intriguant, un peu moins intéressant que ses prédécesseurs, qui pour la plupart m'ont laissé avide du tome prochain à la fin de la lecture, alors que là,
J'étais aussi avide du tome prochain, mais plus dans le sens j'en ai vraiment pas eu assez. Ça c'est pas genre oh non j'en ai pas eu assez, il m'en faut plus. Non c'est vraiment oh j'en ai pas eu assez littéralement. c'est bon, c'était sympa mais sans plus quoi. Comparé aux autres quoi en tout cas c'était un peu plus plan-plan, un peu moins intéressant. Alors c'est un peu ironique de dire que c'est plan-plan alors que je vous dis que c'est tout un combat, mais justement sur le point de vue évolution du scénario, évolution des enjeux, tout ça, bah ce combat c'était un combat quoi. Mais si je doute pas qu'il y a eu 2-3 trucs de mis en place, des phrases comme ça qui seront importantes plus tard. Je me doute que le scénario avance quand même si vous voulez, mais d'une manière qui est moins engageante on va dire que les fois précédentes. Voilà, après Chainsaw Man c'est toujours un énorme coup de cœur, c'est une série que j'adore donc... si vous découvrez Chainsaw Man avec cette vidéo là, bon déjà vous étiez où, mais en plus, vous inquiétez pas, hein, la série est vraiment bien. C'est juste là un moment un petit peu plus creux en ce qui me concerne en tout cas. C'est mon opinion. Alors après, Konosuba tome 13 et 14. Donc Konosuba, série que j'avais commencé en animé, que j'ai continué en manga, mais ils ont sorti la suite de l'animé, bah, le fameux dilemme de la saison 2 pour ceux qui connaissent mes vidéos. Et du coup, bon bah qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dépassé par mégarde là où en était l'animé dans le manga, du coup maintenant je suis full manga avec une option sur la suite de l'animé quoi que je finirai bah, dans longtemps parce qu'il faudrait d'abord que je finisse le manga, ensuite que j'attende un peu d'oublier suffisamment ce qui s'est passé quand même, et ensuite que je reprenne l'animé, et si j'ai attendu trop longtemps, faudra peut-être que je recommence l'anime, mais je ne le souhaite pas, donc j'espère que j'aurai pas à attendre aussi longtemps avant d'oublier un peu la fin. Enfin quoi, voilà, quoi qu'il en soit, Konosuba, situation un peu compliquée, mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que je me concentre sur le manga, et du coup, c'est devenu mon support principal pour la licence, depuis quelques tomes déjà. Donc... qu'est-ce qu'on en dit? Bah on en dit que c'est plutôt intéressant. J'aime bien le fait que ça se développe, que les relations entre les personnages semblent évoluer. Parce que vous voyez, les personnages de Konosuba sont un peu caricaturaux. Enfin, si on voulait les définir, on pourrait très facilement les caricaturer, quoi, les personnages de Konosuba. C'est des gags vivants, quoi. Aqua, c'est une déesse, mais elle est un peu nulle. Megumin, elle veut faire des explosions et elle comprend pas socialement, elle est un peu bizarre. Et Darkness, bah, elle veut se faire taper dessus et encaisser toutes les attaques mais c'est un peu la plus courageuse quand même et la plus compétente du groupe. Donc voilà, on peut les caricaturer extrêmement facilement les personnages parce que c'est un peu des caricatures, à vrai dire c'est des gags quoi, c'est des gags vivants les personnages. Mais du coup voir qu'ils évoluent et que les relations surtout avec le protagoniste évoluent vraiment, et que c'est pas juste une évolution qui retourne au statu quo totalement à l'arc d'après. Alors ça retourne quand même un petit peu au statu quo si vous voulez, mais on sent qu'il y a eu une évolution quand même. Genre on sent que Megumin, elle parle pas exactement pareil au protagoniste qu'il y a 3-4 arcs quoi. Pareil pour Darkness, pareil pour Aqua. Et ça je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est le risque quand t'as des séries comme ça un peu humoristiques qui se prennent pas trop au sérieux, c'est le risque que ça reste un peu trop dans son côté gag et que du coup ça veut maintenir le statu quo pour garder le potentiel de gag au maximum. Ce que ça essaie un peu de faire, hein, je vais pas vous mentir. Hein, la dynamique en vrai entre les personnages reste quand même la même dans le fond. Mais quand même, t'as des dialogues, des trucs comme ça, des commentaires que font les personnages où tu sens qu'il s'est passé des trucs dans les arcs d'avant et ça c'est toujours sympathique, surtout comme moi on aime bien tout ce qui est romance, tout ça, relations entre personnages de manière générale en fait. Et du coup, là, petite évolution, c'est sympa. Les arcs en plus, je vais pas les spoiler parce que je sais qu'il y a l'animé qui est en cours mais je sais pas trop où il en est. Enfin, il y a des saisons d'annoncer peut-être ou pas, ou j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, je sais que l'animé est pas prêt de s'arrêter. Avec des nouvelles saisons, des trucs comme ça qui risquent d'arriver, donc je vais pas vous préciser les arcs au cas où vous regardez l'animé et puis c'est pas encore dans l'animé ou j'en sais rien. Donc tout ce que je vais vous dire c'est ce que je vous ai dit là sur les relations en personnages, un truc un peu plus général, mais les arcs, sans dire ce que c'est, qui commencent là, sont plutôt sympas aussi pour l'instant. Alors on enchaîne sur My Hero Academia tome 37 et 38. Alors My Hero Academia, c'est un peu particulier parce que c'est un manga qui semblait prêt à s'arrêter à tout moment. Il y avait eu je crois des annonces officielles en ce sens comme qu'on s'approchait de la fin du manga etc. L'ambiance et les événements qui se déroulent dans les tomes, les derniers tomes en date laissaient vraiment penser que la fin était très 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 proche quoi. Parce qu'on est vraiment dans un contexte de climax du manga là, franchement si ça continue après ça va faire un peu effet soufflé qui retombe quoi, vous voyez. Tellement ils build up des trucs là et ils partent dans des délires, voilà. Mais du coup... toujours surpris du coup de voir un nouveau tome sortir et toujours pas le dernier tome annoncé à l'horizon quoi. J'en viendrai presque à vouloir que ça se termine tellement ça fait plusieurs tomes que je me dis c'est bientôt la fin quoi. Vous voyez un peu ce délire de... T'as l'impression que c'est sur le point de s'achever
mais en fait ça continue de monter, ça continue de monter, ça continue de monter. Tu te dis mais jusqu'à où il va aller le climax, jusqu'à où ça va grimper quoi. Voilà, en bien ou en mal, hein, parce que je suis un peu mitigé moi sur My Hero Academia de manière générale, même si c'est une licence que j'aime bien. Notamment pour son côté un peu too much, je trouve parfois dans la lourdeur de l'ambiance, surtout dans les arcs sérieux et tout ça. Donc là, vu que c'est le climax du climax du climax du climax, en ce qui me concerne, il y a un peu ce défaut là aussi. Mais je dois avouer que je suis content aussi que ça parte loin. Je veux dire, c'est le dernier arc a priori. Autant que ça parte loin, autant qu'il y ait des gros combats bien puissants, autant qu'il y ait des gros enjeux émotionnels, autant que tous les personnages qu'on puisse voir revenir reviennent pour faire un petit truc et de mettre leurs mains à la pâte. Voilà. Autant que ce soit grandiose, dans un sens. Mais il y a aussi mon côté, c'est un peu too much. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, je ne vois pas le bout du tunnel en fait au final, parce qu'à chaque fois que je me suis dit que c'était bientôt la fin, il y a eu un tome, deux tomes, trois tomes qui sont ressortis. Et là, si je regarde sur les sites que j'utilise pour me renseigner, il n'y a toujours pas marqué terminé en tel nombre de tomes. Donc c'est à dire que même au Japon, ils n'ont pas encore le bout du tunnel en vue quoi. Donc je ne sais vraiment pas combien de temps ça va durer My Hero Academia. D'ailleurs maintenant que je regarde le nombre de tomes, parce que j'y avais pas vraiment pensé plus que ça juste avant, là on est au 38. Imaginons que ça continue encore un petit paquet de tomes quand même, parce que je me suis fait surprendre plusieurs fois en pensant que c'était bientôt fini. Donc on va dire que ça tient jusqu'au 45. En vrai, par rapport aux grosses séries habituelles, c'est un peu court. Hein. Parce que grosses séries habituelles, je veux dire les grosses séries du Shonen Jump super connues, genre One Piece, Bleach, Naruto. Alors One Piece c'est une petite exception, mais on va dire les trucs genre Bleach et Naruto, ça faisait une soixantaine de tomes si je me trompe pas. Du coup, une quarantaine, 45aine, peut-être cinquantaine si vraiment je vois pas le bout du tunnel et que je sous-estime le truc. Voilà, une cinquantaine de tomes max quoi, ça me paraît pas énorme en fait au final pour My Hero Academia. Parce que My Hero Academia, mine de rien, je pense à l'heure actuelle, alors peut-être que les fans de Black Clover ou de Jujutsu Kaisen ou de Kimetsu no Yaiba ou de même Chainsaw Man, je suis fan de Chainsaw Man moi-même, mais je pense que My Hero Academia c'est le seul qui a vraiment réussi à tenir ses promesses en termes de succession à Bleach, Naruto et compagnie quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où c'est vraiment la seule œuvre qui a réussi à devenir globalement iconique et à s'imposer comme le gros shonen du moment quand c'est sorti, et un gros shonen legacy on va dire, j'ai pas d'autres mots, au fur et à mesure des années quand ça a commencé à plus être l'actualité quoi. Mais vous voyez, je vois pas par exemple si je vais dans un Auchan ou un Leclerc ou un Carrefour, ce que vous voulez, et que je vais au rayon figurines, parce que oui maintenant les supermarchés ont des figurines, dites ça au moins de 10 ans, il y croirait pas, de 10 ans, 10 à 10 ans pardon, et du coup j'y vais, je trouve pas forcément nécessairement de figurines Black Clover, je trouve pas nécessairement de figurines Kimetsu no Yaiba ou Jujutsu Kaisen. Par contre My Hero Academia c'est pratiquement certain. Bon, j'exagère un peu parce que c'est vrai que Jujutsu Kaisen ça a l'air de s'imposer dernièrement je trouve. J'ai jamais lu donc je sais pas si c'est bien, mais voilà, tout ça pour dire que My Hero Academia ça s'est vraiment imposé comme un phénomène quoi. C'est pour moi vraiment le seul qui s'il fallait désigner les héritiers quoi de Bleach, de ce que tout le monde appelle le Big Three, de Bleach, Naruto, One Piece quoi, lui c'est celui qui a sa place garantie quoi, vous voyez, alors que je conçois qu'on puisse débattre pour Black Clover, est-ce que vraiment ça a si bien marché que ça, au début ça faisait parler mais ça s'est un peu essoufflé, ou j'ai pas lu très loin Black Clover hein, mais la hype quoi c'est un peu essoufflé, même chose pour les trucs plus récents genre Jujutsu Kaisen et tout. Je sais pas où ça en est exactement ces trucs là. Alors que My Hero Academia c'est tellement géant quoi que c'est difficile de ne pas le voir. C'est difficile. Personne peut dire qu'il a raté l'existence de My Hero Academia. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent ne pas savoir que Jujutsu Kaisen existe. Ça se joue aussi sur le fait que Jujutsu Kaisen a une esthétique un peu plus générique que My Hero Academia. My Hero Academia a vraiment ce côté hybride comics, manga, tout en ayant en plus l'art style de l'auteur de Kohei Horikoshi pardon, qui est assez particulier, vous voyez, avec ce truc notamment des dents, je sais pas comment expliquer, mais vous voyez genre les dents un peu en relief dans la bouche des personnages, ça c'est un truc très Kohei Horikoshi qui surprenait pas mal au début, même si on s'y est habitué forcément après, mais c'est, voilà, My Hero Academia était un peu trop différent du reste, et en même temps trop successful pour
pour ne pas le regarder. Alors que, et quand je dis regarder, je parle pas au sens regarder l'animé ou lire le manga, je parle vraiment ne pas l'avoir dans son centre de vision, quoi, quand tu passes dans un rayon manga. Tandis que les trucs du genre Jujutsu Kaisen ou Kimetsu no Yaiba, je trouve quand même que l'esthétique est un peu plus convenue. Bon, c'est vrai que Demon Slayer, il y a aussi un petit truc, il y a aussi une esthétique qui sort un peu du lot. Mais on reste sur une esthétique un peu sombre, un peu sabre, vous voyez, ils ont des épées, des trucs comme ça. C'est assez générique, mine de rien, dans le monde du manga. Là où My Hero Academia, avec ses couleurs criardes et ses super-héros, mais en mode manga, quoi. Vraiment, je pense qu'il a marqué l'univers du manga, My Hero Academia. Je pense vraiment que on peut pas passer à côté si on est fan de shonen. Quand je dis qu'on peut pas passer à côté, ça veut pas dire que si on l'a pas lu, c'est pas bien ou quoi que ce soit. Je veux juste dire que peut-être dans 20 ans, on aura oublié Jujutsu Kaisen. Alors, excusez-moi les fans, hein, j'ai toujours pas lu, donc si ça se trouve c'est génial, j'en sais rien. Mais je pense pas que dans 20 ans, on aura oublié My Hero Academia. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et pourtant, comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis pas un fan énorme de My Hero Academia. J'aime bien la licence, mais j'ai trouvé qu'il y avait des problèmes de rythme tout au long du manga, en fait. Et mais force est de constater que on peut pas passer à côté, quoi. Et c'est vraiment une prouesse dans un sens. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé en bien de My Hero Academia, mais ça change parce que d'habitude je sais que j'aime bien souligner les points négatifs, parce que j'aime bien contrebalancer un peu l'avis général qui est quand même globalement assez positif sur My Hero Academia, on va pas se mentir. Du coup là j'ai un peu encensé le manga et c'est pas plus mal parce que franchement ça le mérite, c'est vraiment une licence que j'ai bien aimée au global. Mais elle est toujours pas finie en plus. Ça se trouve il se passe un truc de malade à la fin, on sait pas. Ou ça se trouve c'est un peu nul. Mais quoi qu'il en soit, ça aurait été une série qui nous a fait bien vibrer. Et en parlant de série qui nous a fait bien vibrer, qu'est-ce qu'on voit là? Le dernier tome, le tome 15, de Vigilante My Hero Academia. Alors Vigilante, vu que c'est la dernière fois que je vais en parler, je vais essayer quand même d'être complet. Même si je garantis rien du tout, hein. Donc Vigilante, c'est le spin-off de My Hero Academia, qui pour moi, au début, et c'est un truc que je dis souvent sur ce spin-off, surpassait l'original à l'instant T. C'est-à-dire au moment où Vigilante est sorti, je pense que ce qui se passait dans Vigilante était plus intéressant, c'est toujours mon avis hein, bien sûr, que ce qui se passait dans My Hero Academia. Après, ça a évolué, notamment parce que My Hero Academia, je trouve, à certains moments, a su un peu rectifier le tir au niveau de son rythme et tout ça. Enfin, c'est un truc dont j'ai déjà beaucoup parlé dans d'autres vidéos. Et en plus, au même moment, Vigilante baissait un peu en qualité à mon goût parce que il avait le syndrome du caméo. Vous voyez? C'est-à-dire, au début, on sentait vraiment que Vigilante avait l'ambition de faire sa propre histoire avec ses propres personnages et son propre délire, explorer un peu ce côté illégal des super-héros dans My Hero Academia. Et au bout d'un moment, ils se sont mis à inclure un caméo, mais bon, ça va, c'est un caméo qui fait du sens. Bon, le Ingenium, ok, ouais, c'est bon, ça marche, ça fait du sens, c'est un personnage qu'on n'a pas trop vu dans les séries principales, c'est cool de le voir, quoi. Puis ils se sont mis à insérer un autre caméo, et un autre caméo, et un autre caméo. Puis on s'est mis à avoir des caméos qui étaient de moins en moins cohérents, entre guillemets, pas forcément de moins en moins cohérents, mais on va dire de moins en moins vraisemblables. Vous voyez, genre le fait que le prof qui efface les pouvoirs, Eraserhead, il soit autant involved, il soit autant concerné, on va dire, par les histoires dans Vigilante, c'est un peu gros, je trouve. Il a aucune raison d'être spécialement impliqué là-dedans, quoi. Ça se voit qu'il est là pour le caméo, et c'est pareil pour plein d'autres personnages, mine de rien, qui ont fini par faire des caméos dans Vigilante. Et surtout les caméos, on prenait entre guillemets le pas, c'était pas juste des caméos en fait, c'était des personnages qui avaient un rôle dans l'intrigue et tout et tout. Donc en plus de ça, ils prenaient un peu le pas sur ce qui se passait dans l'histoire. Du coup, à ce moment-là, j'étais un peu moins fan de Vigilante, j'avoue, parce que bah moi, ce que j'aimais bien, c'était vraiment que ça développe sa propre histoire et que ça ait sa propre ambition, et que bah c'est vrai que quand on insère des caméos pour insérer des caméos et qu'on fait des aventures un peu filler pour que le caméo il fasse des trucs, bon bah ça devient un poil décevant entre gros guillemets, même si ça restait une série correcte, hein. D'autant plus si t'es fan de My Hero Academia, les personnages caméo, bah tu les aimes bien, tu les connais, voilà, c'est toujours sympa mine de rien. Mais bon, aussi à un moment,
le manga s'est mis à vraiment faire de la backstory pour le manga principal, notamment avec l'histoire j'ai oublié son nom, le méchant qui fait des portails là. Bon bah on a sa backstory un peu dans Vigilante, backstory qui n'est pas spécialement racontée dans My Hero Academia tout court, si mes souvenirs sont bons. Donc ça devient vraiment une pièce essentielle du lore de My Hero Academia. C'est tant mieux dans un sens, et en même temps un peu tant pis, parce que du coup ça, voilà, ça, encore une fois, ça lui fait un poil perdre sa propre identité. Le fait, ça aurait peut-être été mieux dans un sens que ce soit une histoire standalone, vous voyez, parce que là, aujourd'hui, actuellement, c'est un poil trop lié à mon goût, à My Hero Academia au global, mais ça reste une histoire sympathique, ça reste, les personnages restent attachants, on suivait toujours les aventures des personnages qu'on nous a introduits au début, quoi, donc ça devenait pas nul, mais pour moi, ça perdait un poil de son intérêt. Quoi qu'il en soit, là, on est à la fin. Là, le manga est terminé. Alors, c'est une fin plutôt correcte. Enfin, je veux dire, on pouvait pas spécialement s'attendre à mieux ou à moins bien, je pense, avec ce manga. Une fin dans le genre était à attendre. Voilà, j'essaye de pas vous spoiler ce qui se passe dans la fin, mais vous vous doutez qu'il y a un gros combat, et puis voilà, et des enjeux un peu émotionnels, etc. Gros bémol pour moi, c'est que... l'aspect romance n'a pas sa conclusion. Alors c'est un truc que j'aime pas moi. En fait, vous savez ce que j'attends moi dans un épilogue? Concrètement, hein, genre si tu me laisses choisir au moment où je tourne la page ce qui va se passer dans l'épilogue, moi en fait je veux Boruto comme épilogue. Alors Naruto, j'ai pas lu jusqu'au bout. Hein. Croyez pas que je veux précisément un truc qui s'est passé dans Naruto ou je ne sais quoi. En fait, j'y connais rien. Mais ce que je sais, c'est que Boruto, tu vois tous les persos qui sont mariés, qui ont des enfants, machin, tout ça. Moi, qui ont un rôle dans le village, machin. Enfin, tu vois leur évolution, tu vois le bout du tunnel, tu vois là où ils en sont maintenant. Tu vois la conséquence de tout ce qu'ils ont essayé de faire pendant leur aventure, quoi. Et moi, c'est ça que je veux, en fait, quand je regarde un épilogue. Moi, je veux qu'il y ait une ellipse et qu'on me montre qui est marié avec qui a atteint quelle position dans la société, qui a fait quoi. Moi, c'est ça que j'aime bien dans les épilogues. Moi, je veux que l'épilogue, ce soit la conclusion. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, en fait. Pas nécessairement, faut pas forcément qu'il y ait des enfants ou même qu'ils soient heureux, hein, dans l'absolu. Mais moi, je veux voir ce qu'ils deviennent. Je veux voir l'aboutissement, la conclusion. Et là, c'était une fin un peu ouverte, mais qui a quand même une forme d'aboutissement sur le côté carrière de héros, sans en spoiler, sans trop en dire. Mais qui, par contre, sur l'aspect romance, a pas du tout d'aboutissement. Le truc, voilà, la fin reste ouverte de manière globale, mais le côté super-héros est bien servi quand même, tandis que le côté romance, il est un peu dans le doute. Donc, moi qui aime beaucoup les romances, j'étais un peu dégoûté quand même à la fin. Après, je me souviens plus très bien, ça fait quelques temps que je l'ai lu, mais je crois que une option de suite n'est pas totalement à jeter à la poubelle. Genre, enfin, il me semble qu'il y a un des auteurs qui dit, parce qu'il y a un dessinateur et un scénariste, qui dit ah j'espère qu'on les reverra peut-être un jour. Enfin, voilà, apparemment c'est pas totalement à la poubelle l'option qu'un jour il y ait une suite ou j'en sais rien. Donc ça j'aimerais bien, pour avoir finalement ma petite conclusion, mon petit Boruto Academia quoi. Mais voilà, Boruto c'est toute une série, mais je sais pas si vous comprenez l'idée de ce que je pense derrière. Voilà, peut-être Naruto Gaiden plutôt, c'est pas ça? Le one-shot qui se passe entre Naruto et Boruto qui sert un peu d'épilogue. C'est peut-être plutôt ça l'exemple que j'aurais dû donner. Voilà, moi j'ai envie que le dernier chapitre d'un manga, surtout un gros manga ou une grosse licence ou ce genre de truc, ce soit vraiment un état des lieux de où ils en sont maintenant, après tout ce qu'ils ont parcouru et toutes les évolutions qu'ils ont eues. C'est quoi le résultat? Moi c'est ça que je veux voir dans un épilogue généralement. Et c'est pas si commun que ça. Et en plus parfois quand tu le vois il est un peu décevant. Donc ça peut être à double tranchant. Mais bon, en tout cas, si un jour il y a une suite à Vigilante, je serai présent pour la lire. Ensuite Tonika Kukawai. Donc Tonika Kukawai qui est un des mangas qui avant sa sortie j'attendais le plus en France. Donc la suite, non pas la suite, justement, ça vient d'un point dont je voulais parler plus tard ça. Mais le manga suivant après Hayate no Gotoku, de l'auteur de Hayate no Gotoku tout simplement. Et le truc, justement, pourquoi j'ai dit la suite? Parce que dans ce tome-là, il me semble bien qu'on voit, alors on les voyait peut-être avant, mais là au moins c'est clair, on voit le magasin Tachibana. Donc, a priori, si c'est pas juste un caméo, parce que bon, l'auteur aime bien faire des références, des trucs comme ça, donc ça pourrait juste être un caméo, hein, mais a priori, ça se passe dans le même univers que Hayate no Gotoku. Ce qui
me pose certains problèmes un peu bizarres parce que j'ai tout un système de visionnage d'animé, de si j'ai déjà lu le manga ou si le manga est en cours de lecture, et bah du coup faut que je regarde l'animé plus tard, mais l'animé faut que je regarde tout, mais du coup si c'est dans le même univers ça compte comme un seul animé. Enfin voilà, j'ai tout un processus un peu bizarre que je vais pas vous expliquer maintenant. Je ferai peut-être une vidéo dédiée un jour, j'ai essayé plusieurs fois d'en faire une mais j'ai jamais trop eu le temps ou les moyens de le faire. Mais un jour peut-être que je ferai une vidéo dédiée pour vous expliquer mon système de visionnage d'animé qui mine de rien part dans des délires quand même. Mais quoi qu'il en soit, voilà, Tonikaku Kawaii serait dans l'univers de Hayate no Gotoku, ce qui franchement était attendu, en ce qui me concerne en tout cas. Vraiment, je m'attendais, frame 1, je m'attendais à un caméo de quelqu'un dans le background ou d'un personnage qui a vieilli, vous voyez, genre je sais pas, je verrais bien, enfin je pense que là du coup c'est mort le vieillissement parce que le petit garçon là qui gère la boutique Tachibana, il a l'air encore jeune, on le voit que de dos mais il a l'air encore jeune, enfin je crois qu'on le voit que de dos. Quoi qu'il en soit, ouais, c'est un peu grillé l'ellipse, mais en tout cas j'aurais bien vu, je sais pas, une des étudiantes, vous voyez les trois copines là dans Hayate no Gotoku, j'en aurais bien vu une genre plus vieille, être prof ou je sais pas quoi, enfin j'aurais bien vu un truc comme ça, un caméo d'un personnage dans un autre rôle, parce que bah il a vieilli ou j'en sais rien, mais du coup a priori c'est pas le cas. J'ai l'impression que ça se passe genre directement après Hayate no Gotoku. Ce qui, mine de rien, est un peu triste parce que comme je vous l'ai dit dans le point juste avant sur Vigilante, du coup ça veut dire que j'aurai pas mon petit épilogue de Hayate no Gotoku dans Tonikaku Kawaii. Vous voyez, j'aurais bien aimé moi voir mon old man mon old man Hayate qui est là avec sa barbe et qui est vieux et qui est heureux et qui est marié, enfin... Voilà, moi j'aurais bien aimé avoir mon épilogue de Hayate no Gotoku dans Tonikaku Kawaii, le temps d'un chapitre un peu caméo, un peu rigolo. Mais bon, quoi qu'il en soit, Tonikaku Kawaii, petite romance très mignonne, très sympa. Il y a toujours ce mystère en fond, en toile de fond. Je me demande où ça va, j'espère que ça sera pas décevant. Quoi qu'il en soit, juste l'humour de l'auteur et l'univers et sa façon de faire et ses gags et son côté très référentiel. Ça me plaît déjà de base en tout cas. Même si le mystère est décevant, même s'il se passe rien, même si ça reste une tranche de vie jusqu'à la fin, franchement... moi je vais passer un bon moment. Donc j'espère que ça continuera longtemps et je crois que la série est assez longue et pas finie d'ailleurs. Et vu la taille de Hayate no Gotoku, c'est plutôt bien parti je pense. Alors ensuite, GTO Paradise Lost, tome 20. Donc GTO Paradise Lost c'est la série la plus tard dans la timeline GTO qui, mine de rien, commence à se faire longue. Et à chaque fois je dis ça, c'est un peu le même syndrome que My Hero Academia dont j'ai parlé plus tôt. Mais je sens que ça se rapproche de la fin. Vraiment, on a de plus en plus d'action dans la partie flashback prison. Enfin, flashback, flash forward plutôt. Prison. Et la partie flashback, donc dans la vie civile avant qu'il aille en prison, devient de plus en plus soit filler dans les parties les moins importantes, soit justement très chargé en enjeux. Vous voyez? C'est-à-dire que dans les parties où il n'est pas en prison, quoi, soit il se passe des trucs assez accessoires qui sont clairement là juste pour en rajouter un petit peu pas loin de la fin, quoi. Soit des trucs vraiment très forts en enjeu qui tendent à se rapprocher justement du moment où il finira en prison. Donc, très intéressant. Et voilà, mon seul regret vraiment avec cette série, c'est de pas avoir tout fait dans l'ordre en fait. Parce que moi GTO, j'ai vu l'animé à l'époque. Enfin à l'époque, pas à l'époque où c'est sorti, mais il y a une dizaine d'années on va dire, j'ai vu l'animé. Ensuite... quelques temps après j'ai commencé le manga que malheureusement le manga GTO que malheureusement j'ai dû arrêter entre gros guillemets à peu près au même endroit où l'animé s'arrêtait parce que les autres tomes dans la même édition je les trouve plus. Attendez, d'ailleurs je l'ai sous la main là, je vous la montre. Hop, regardez, cette édition là, je trouve pas les autres tomes dans cette édition là, j'ai que les 7 premiers. Et du coup, ça correspond à peu près au moment où s'arrête l'animé. Donc c'est assez ironique, quoi. Du coup, j'ai vu et lu la même chose, quoi, pratiquement. Et après ça, je sais pas quand, sur un coup de tête, j'ai commencé GTO Paradise Lost. Peut-être quand c'est sorti, en fait, tout bêtement. Et du coup, voilà. Moi mon expérience avec GTO, c'est GTO l'animé, GTO le manga, mais seulement jusqu'à l'animé, GTO Paradise Lost. Et après, j'ai lu genre les 2 premiers chapitres de Young GTO dans un shonen magazine, ou je sais plus comment ça s'appelait, je vous mets une image à l'écran, qui est un truc où tu avais une sorte de prépublication un peu bizarre d'il y a longtemps, c'était une tentative quoi, des éditeurs, de Pika normalement si je dis pas de bêtises. Donc voilà, moi c'est toute mon expérience. Et vu que c'est un peu GTO Paradise Lost, la culmination
de toutes ces séries GTO, parce qu'il y en a eu des tonnes, hein. Il y a eu GTR, il y a eu Shonen Days, il y a eu tellement d'autres trucs que j'ai pas en tête, Gargoyle, Inoue de Gargoyle ou je sais pas quoi. Il y a eu des tonnes de mangas GTO, et moi j'ai lu le début et la fin, quoi. J'ai pas tout ce qu'il y a au milieu. C'est des trucs assez accessoires, hein. C'est pas des trucs indispensables. Mais quand t'as un perso qui débarque dans GTO Paradise Lost et que t'as un petit Astérix en mode ouais, il vient de GTR, bah moi je suis un peu en mode j'aurais bien aimé le lire avant GTR du coup. Donc voilà, un de ces jours, si je peux, j'essaierai vraiment de rattraper tous les trous que j'ai dans ma culture GTO, quoi, pour vraiment me lire tout, quoi. Après, bon, ce sera pas dans l'ordre au final, mais ça reste agréable à suivre, et puis, après tout, si c'est des séries différentes, c'est que tu peux quand même les lire un peu séparément, mais bon, c'est un peu dommage, c'est vrai. Mais bon, encore faudrait-il que je trouve la suite de GTO tout court, avant de pouvoir entreprendre tout ça. Alors, Mushoku Tensei, tome 19. Alors, Mushoku Tensei, vous le savez sans doute déjà, c'est un des mangas que j'adore. C'est vraiment dans ma liste, c'est dans ma liste, si je dis pas de bêtises, des 3 mangas, où genre même si le monde s'écroule, je continuerai à les suivre en fait. Et les deux autres, c'est quoi? C'est One Piece et Fairy Tail and Roger Quest, parce que c'est des séries qui me suivent depuis tellement longtemps et dont je suis ultra fan, One Piece et Fairy Tail. Mais Mushoku Tensei a réussi plus tard à se hisser à ce niveau-là, c'est pour vous dire. C'est vraiment une série que j'adore, Mushoku Tensei. Et du coup, c'est plutôt sympa en plus ce tome-ci, parce que c'est un tome qui se centre sur les 2 sœurs de notre protagoniste. Et moi en plus j'aime bien, parce qu'en plus c'est des sœurs, mais c'est ses petites sœurs, quoi. C'est un peu des enfants quand même encore. Et lui il est adulte à ce moment-là, enfin jeune adulte. Voilà, du coup t'as un peu ce côté aussi enfant mignon. Moi il y a 2 choses que j'aime, en fait il y a 2 choses que j'aime bien dans les... Si tu veux m'accrocher émotionnellement, il y a 2 choses qui marchent super bien dans les fictions et dans les mangas, particulièrement dans les animés. C'est soit la romance, soit un lien filial avec des tout petits enfants trop mignons. C'est les trucs qui marchent trop. C'est les trucs, ça m'accroche émotionnellement immédiatement. Vous voyez, des trucs genre Kakushigoto par exemple, pour donner un exemple, des trucs avec des enfants, ou Buddy and Daddies, ça marche trop bien sur moi. Je suis immédiatement accroché. Et pareil pour les romances, hein, les romances, j'ai pas besoin de donner un exemple, j'en parle dans toutes les vidéos. J'en ai sans doute déjà parlé dans cette vidéo aussi d'ailleurs. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est un truc qui marche bien pour moi aussi, la relation parent-enfant, quand c'est bien fait, quand c'est mignon. Alors là, il y a de l'enjeu, il se passe des trucs, c'est parce qu'il y a 2 sœurs et puis elles sont différentes l'une de l'autre et du coup ça fait des petits problèmes. Mais très accrocheur du coup, très intéressant. Et je suis vraiment pressé comme d'habitude de voir comment ça va conclure ce petit arc en tout cas. Et j'espère vraiment que ça va bien finir, et je suis vraiment pressé de lire la suite. Mushoku Tensei vraiment, c'est de l'or en barre pour moi. Alors, Mushoku Tensei, les aventures de Roxy. Alors d'habitude je vous dirais juste que c'est un spin-off et que c'est bien, etc., etc. Là pour le coup il y a un truc vraiment intéressant à dire sur les aventures de Roxy. C'est que ça boucle sur Mushoku Tensei dans ce tome. C'est-à-dire qu'à la fin de ce tome, elle part pour le début de Mushoku Tensei. Sauf que, apparemment, c'est pas le dernier tome. Alors là j'ai été surpris quand j'ai vu ça. Déjà quand j'ai vu que ça bouclait sur Mushoku Tensei, j'ai été surpris. Mais quand j'ai vu qu'en plus apparemment c'était pas le dernier tome, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors moi j'ai 2 ou 3 suppositions. Option numéro 1, c'est pas fini mais c'est presque fini, parce qu'en fait ils vont juste nous montrer un peu le voyage. Vous voyez, parce que là elle a accepté d'être la tutrice de Rudeus. J'espère que je me suis pas trompé, que j'ai pas dit le nom de Hagrid à la place. Je crois qu'ils ont le même nom mais je me suis peut-être trompé. Voilà, donc elle a accepté d'être son tuteur, sa tutrice. Mais peut-être que le tome 11 c'est le voyage pour aller jusque chez lui, quoi. Peut-être que c'est ça, peut-être qu'en vrai le manga est bientôt fini. Il reste juste un peu de voyage et un peu d'aventure sur le chemin, histoire de conclure sympathiquement, quoi. Deuxième option, ça devient les aventures de Roxy et notre protagoniste de Mushoku Tensei enfant, quoi. Ça devient genre le spin-off continue mais en se passant pendant qu'elle lui apprend des trucs. Ça devient un spin-off sur Roxy qui fait ses leçons, quoi. Ça peut être sympa aussi ça en vrai. Et sinon, troisième option mais qui est encore plus dingue, ça pourrait peut-être être tout simplement les aventures de Roxy mais qui continuent. Peut-être qu'en fait Mushoku Tensei les aventures de Roxy, moi j'ai toujours vu ça comme une sorte de préquel. Mais si ça se trouve, c'est pas un préquel, c'est une histoire parallèle qui commence juste un peu plus tôt. Vous voyez le délire un peu?
Genre un peu à la Danmachi Sword Oratoria. Mais au lieu de suivre la fille de Danmachi, là on suivrait Roxy. Donc ça se trouve en fait, on la voit faire tous les trucs qui se passent dans Mushoku Tensei. Parce que c'est vrai qu'avec le recul, dans Mushoku Tensei, pour l'instant, là où j'en suis dans le manga, donc le tome 19, bah on la voit pas trop Roxy, elle fait pas grand chose en fait, dans Mushoku Tensei. Donc peut-être qu'en fait elle vit ses propres aventures en parallèle depuis le début, et que du coup on va suivre ça. Donc si ça se trouve, Mushoku Tensei les aventures de Roxy, c'était pas un préquel, c'était une aventure parallèle qui commence un peu avant. Mais qui continue en même temps. Vous voyez le genre? Donc voilà, c'est 3 options pour moi. Soit c'est fini dans 2 tomes ou 1 tome et il y a juste le voyage qu'on a en petit bonus comme ça, hop, le voyage jusque chez notre protagoniste. Soit ça devient les mini-aventures de Roxy qui fait ses leçons. Soit c'est vraiment un gros spin-off en parallèle qui a prévu pour continuer jusqu'à la fin de Mushoku Tensei pratiquement, ou en tout cas jusqu'au moment où les deux se recoupent suffisamment pour que ça n'ait plus d'intérêt de raconter l'histoire de Roxy quoi. Donc il y a peut-être moyen qu'en fait ce soit un truc beaucoup plus long terme que ce que je pensais au début, ou au contraire ça se trouve dans 2 tomes c'est fini parce qu'il y a juste le voyage pour aller jusqu'à la maison du héros. On sait pas, on verra bien, mais intriguant en tout cas, je m'attendais vraiment pas à ça, donc on va bien voir. Ensuite, One Piece tome 106, donc One Piece, génial. En fait, cet arc-là, l'arc actuel, je commence à me demander si c'est pas genre le Water 7, mais d'après l'ellipse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, moi je place même avant Water 7, je placerai ça à Long Ring Long Land, parce que c'est un peu l'intro à Water 7 en vrai. Voilà, moi j'aurais tendance à dire, pour One Piece, c'est mon avis, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont à peu près d'accord avec moi dans les grandes lignes, que One Piece c'était très sympa, très cool, du début jusqu'à Skypiea, mais c'est devenu excellent à partir de Long Ring Long Land, donc de Water 7, jusqu'à l'ellipse. Et après, pour moi, c'est redevenu bien. C'est juste parce qu'il y a eu 2-3 retcons un peu bizarres, 2-3 trucs. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, c'est mon opinion en tout cas. Moi, je vois comme ça. Moi, One Piece, même quand c'est bien, hein. C'est pas un péjoratif de dire que c'est juste bien, mais pour moi, One Piece c'est vraiment bien jusqu'à Long Ring Long Land, excellent jusqu'à l'ellipse, re-bien après. Et j'aurais vraiment tendance à penser que cet arc-là, alors on n'est qu'au début, hein, c'est peut-être le début du re-excellent post-ellipse. Parce que franchement, il y a tous les ingrédients là. C'est-à-dire que depuis le début du Nouveau Monde, en fait, on avait peut-être un côté un peu isolé de tout cet univers étendu One Piece qu'on nous avait présenté pendant tous ces arcs Marineford, etc. Où on voyait plein de persos revenir, on en savait plein de choses sur la façon dont le gouvernement fonctionne, on découvrait des tonnes de trucs. Et du coup, quand on est reparti sur l'ellipse, on a été un peu isolé de tout ça. Et ça donnait peut-être un sentiment de stagnation un peu. D'autant que les arcs très longs allaient dans ce sens aussi. Voilà, on sentait un peu les choses stagner dans certains passages. Et on est un peu moins investi. Et puis on rajoute à ça 2-3 changements qui plaisent pas forcément. Enfin, voilà. Là, vraiment, depuis le début, cet arc est très inséré dans la marche globale de l'univers de One Piece. Il y a des personnages qui reviennent, on découvre des détails de backstory sur des personnages qui n'étaient pas si développés que ça jusqu'à présent, on découvre des gros mystères qui sont teasés depuis longtemps, on découvre tout un tas de trucs qui sont vraiment excellents à suivre, et franchement, si ça continue sur cette lancée-là, jusqu'à la fin, on pourrait être sur le deuxième âge d'or de One Piece selon moi. Alors, encore une fois, je m'emballe peut-être, l'arc vient de commencer, hein, mais franchement, je vois bien une structure comme ça pour One Piece. Mon avis sur One Piece final, si ça continue comme ça, hein, ce sera peut-être vraiment que One Piece c'était bien, excellent, re-bien, excellent jusqu'à la fin. Ce serait vraiment génial que ce soit ça, parce que revivre un climax comme l'époque de Water 7 à Marineford, enfin globalement ce qu'on pourrait appeler genre l'arc du gouvernement mondial quoi. C'est-à-dire que Water 7 c'est le moment où il commence à se bagarrer avec le gouvernement mondial, Marineford c'est un peu la conclusion de cette pré-ellipse. Donc en vrai, si on retrouve cette espèce de saga du gouvernement mondial en termes d'enjeux, en termes de personnages qui reviennent, en termes d'intérêt, de découverte de mystères, de world building et tout, ça peut devenir excellentissime. Franchement, je le regarde de très près cet arc, il me parle énormément. Donc j'espère que ça va maintenir ce niveau de qualité, parce que si c'est ça, je suis partant 1000 fois. Donc One Piece, génial, continue sur cette lancée s'il te plaît One Piece. Alors, on va continuer sur du One Piece d'ailleurs, hein, tant qu'on y est.
Alors là c'est quoi? C'est One Piece Sanji's Food Wars. Donc qu'est-ce que c'est? C'est en gros, de ce que j'ai compris, un one shot sur Sanji par les auteurs de Food Wars. Food Wars qui est un manga de cuisine très connu, Shokugeki no Soma je crois que ça s'appelle en japonais. Et c'est un manga très apprécié, très connu, c'est basiquement le manga de cuisine moderne. Alors il y a des trucs genre le petit chef, tout ça qui sont très connus, qui ont bien marché à l'époque. Mais si tu demandes à quelqu'un le manga de cuisine moderne, généralement c'est Food Wars. Il y a aussi tout ce délire qui vient pas forcément de ce manga là, mais tout ce délire de quand les gens prennent une bouchée d'un plat par exemple, la réaction est absurdement exagérée, genre ils mangent des sushis, ils se mettent à surfer sur des sushis machin, leurs vêtements explosent, ils sont au nirvana, ils font de la lumière, enfin vous voyez le genre quoi, c'est ce genre de réaction un peu too much, c'est Food Wars, c'en est le représentant moderne on va dire. Et du coup, le fait qu'il y a un spin-off sur Sanji par les auteurs de Food Wars, c'est plutôt cool. Et en plus, le spin-off est plutôt sympa, plutôt cool. Il s'insère plutôt bien. C'est des histoires qui sont pas canon a priori, hein, bien sûr, mais qui si elles étaient canon, franchement ça serait plutôt bien dans le manga. Les caractères sont plutôt respectés. Sanji est montré sous une lumière plutôt sympathique. Tout le monde est in caractère, etc. Enfin voilà, ça tuerait personne si d'un coup ça devenait canon. Vous voyez? À part sur des petits détails techniques quoi, mais a priori c'est pas canon, enfin ça n'a pas été spécifié comme canon en tout cas, mais si ça l'était ça choquerait personne quoi, ce serait pas un regret quoi, ce serait très bien. Donc vraiment un spin-off très sympa, qui en plus nous en apprend un peu sur le lore de One Piece, en nous montrant des espèces, des trucs comme ça, donc c'est toujours cool de voir des espèces de poissons ou trucs comme ça à manger que on n'a jamais vu dans le manga d'origine mais qui a priori existent dans l'univers de One Piece. Voilà, ça étend un peu le lore et ça c'est toujours génial. Et en parlant d'étendre un peu le lore, on enchaîne avec One Piece épisode A. Donc One Piece épisode A qui est très photogénique parce que les deux couvertures se complètent, et qui est surtout l'adaptation du roman sur Ace, qui nous raconte un peu les aventures de Ace jusqu'à ce qu'il rejoigne l'équipage de Barbe Blanche et qui se passe ce qu'on sait qui va se passer dans la série principale quoi. Donc du coup là c'est dessiné particulièrement par Boichi. Donc Boichi, auteur de Dr Stone et de plein d'autres trucs très connus mais que j'ai pas lu donc je vais pas mentionner parce que j'aurais rien à dire dessus. Je vous mets les images à l'écran à la limite. Allez hop, images à l'écran. Voilà. Donc le truc avec ce manga, c'est qu'il m'intriguait pas mal de base. En plus, on n'a pas forcément tout le temps de lire le roman de Ace, donc bon, c'est toujours sympa d'avoir une version manga un peu plus digeste à lire, et t'as le côté visuellement différent qui est pas mal aussi. Le truc, c'est que franchement j'ai du mal à rentrer dedans. Je trouve que le style de Boichi colle pas forcément tant que ça à One Piece pour être honnête. Alors c'est très sympa de voir designer des personnages de One Piece. Ça c'est cool, l'expérience est sympathique. Mais je vous avoue que j'ai eu un peu plus de plaisir limite à lire ces chapitres où il refait des chapitres de One Piece, donc avec Zoro, avec Nami, ça je m'en souviens pas, ça doit pas être un chapitre. Mais voilà, j'ai eu un peu plus de plaisir à relire ces chapitres qui sont des refontes de vrais chapitres de One Piece que de lire l'histoire de Ace. Parce que l'histoire de Ace, elle a ce côté un peu... accessoire, mais en même temps c'est un spin-off vous me direz, mais ça a vraiment un côté accessoire parce qu'en fait ça développe un peu le personnage de Ace si vous voulez, mais ça raconte des choses qu'on pouvait très bien s'imaginer tout seul, et je dirais même que ça le fait de manière un peu maladroite. Alors je sais qu'ils ont enlevé des trucs du roman, hein, c'est peut-être pour ça, mais ça le fait un peu de maladroite, notamment sur le côté Teach, Barbe Noire. Parce que qu'est-ce qu'il a Barbe Noire? En fait si vous voulez, je trouve qu'il est beaucoup trop impliqué dans la vie de Ace. Par rapport à la manière dont on nous le dépeignait, ou en tout cas le sentiment que j'avais en lisant One Piece, c'est-à-dire que, a priori, la manière dont on nous le présente dans One Piece, Teach, alors attention, léger spoil sur One Piece, mais on parle de trucs avant l'ellipse et tout, donc vraiment partez si vous n'êtes pas arrivé à l'ellipse, mais normalement, de nos jours, tout le monde qui est fan de One Piece est à peu près au courant, quoi. Barbe Noire, en fait, il a tué le capitaine de sa flotte, si je dis pas de bêtises, pour lui piquer son fruit, donc qui est le fruit du ténèbre. Mais la manière dont on nous le présente, c'est vraiment Barbe Noire était un matelot. Alors peut-être pas random, mais pas
pas spécialement important, qui avait pas spécialement de lien avec qui que ce soit, enfin c'était pas une grosse pointure ou quoi que ce soit, ou un personnage principal quoi, Barbe Noire. On nous présente vraiment comme le matelot sur telle flotte, qui a trahi pour voler le fruit, et qui est parti. Et là le fait qu'en fait, quand tu vois Ace qui fait des trucs sur le bateau de Barbe Blanche, il se balade globalement avec son second, le chef qui va mourir parce que Barbe Noire va lui piquer le fruit, et Barbe Noire. Genre Barbe Noire c'est le bro de Ace en fait. C'est genre il le suit partout. Dans l'histoire il est tout le temps avec. Et je trouve ça un peu invraisemblable. Et je trouve que ça casse un peu le délire de Teach qui vraiment était le matelot random. Peut-être pas si random que ça, je veux dire. On n'a pas trop d'infos sur lui dans One Piece, mais je veux dire, ça avait pas l'air d'être le second du capitaine ou je sais pas quoi. Ça avait pas l'air d'être un gars important qui était méga pote avec Ace ou j'en sais rien. Ça avait vraiment être le gars qui a trahi. Et qui du coup là maintenant est une menace et du coup Ace doit le poursuivre machin. Mais ils avaient pas l'air d'avoir une relation particulièrement fusionnelle ou particulièrement ancienne ou particulièrement forte. Si mes souvenirs sont bons. Donc là, le fait de retcon un peu le truc en faisant vraiment le bro de Ace, enfin le gars il est, je sais pas si c'est son bro, mais je veux dire, il est tout le temps là quoi. C'est Barbe Noire, il fait partie du décor, mais pas au sens où je voudrais justement. Moi j'aimerais bien qu'il fasse partie du décor, genre on le voyait en arrière-plan, il dit 2-3 phrases à Ace à un moment dans le manga pour qu'on fasse hey, il est là. Mais là il y a vraiment tout le développement de Ace quand il est dans l'équipage de Barbe Noire, il y a Teach qui est à côté, qui fait des commentaires, qui est dans la bande quoi. Et je trouve ça trop bizarre qu'il soit dans la bande. Vraiment je le voyais pas comme ça, c'est peut-être ma mémoire qui est un peu détraquée. Mais dans ma tête vraiment Teach c'était un random. Ou peut-être pas un random, hein, peut-être que c'était pas le gars qui nettoyait le pont, mais vous voyez ce que je veux dire, c'était pas le gars, le personnage principal quoi, c'était pas un des personnages principaux, il faisait pas partie de la bande à Picsou quoi, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'était un gars dans la flotte qui a trahi quoi, mais voilà, ce qui me gêne pour conclure, et pour résumer, en gros, c'est que Barbe Noire est mis en avant comme un personnage qu'on sait important, quoi. Alors que pour moi, la façon dont je l'avais ressenti, c'est que Barbe Noire, il était un peu sous les radars, et il était voilà, pas forcément, comme j'ai dit, le gars qui nettoyait le pont, mais c'était un matelot random qui a vu sa chance et qui a tenté le coup, quoi. Après, peut-être qu'on découvrira dans One Piece qu'il a une backstory, tout ça, qu'il était méga important, en fait, et tout ça, mais dans tous les cas, moi je le voyais un peu sous les radars, donc voilà, c'est un peu dissonant de ce côté-là. Alors j'ai dit beaucoup de négatifs, ça reste une petite histoire sympa, j'aime beaucoup le concept, qui est le même que pour l'histoire d'avant d'ailleurs avec les auteurs de Food Wars, de donner One Piece à d'autres auteurs pour qu'ils fassent des petits spin-offs, des petits trucs, ça j'aime bien. D'ailleurs il y avait eu un autre truc, mais vu que c'était un seul chapitre, on n'a pas pu l'avoir malheureusement, parce que là justement ils en ont profité, ils ont ajouté l'adaptation du roman, plus les quelques chapitres qu'avait dessiné Boichi de One Piece. Mais et ils ont fait pareil avec Sanji Food Wars parce qu'il y avait eu plusieurs chapitres à plusieurs occasions. Mais malheureusement, par exemple, on n'a pas en France le chapitre sur Vivi par l'auteur de Nisekoi. Il me semble que ça existait ça. C'était un peu dans la même mouvance, dans le même événement, quoi, la même catégorie. C'était un truc One Piece spécial où ils avaient fait exprès de donner One Piece à d'autres auteurs pour qu'ils fassent des petits trucs, pour qu'ils refassent des chapitres, ce genre de choses. Du coup, c'est dommage qu'on n'ait pas le chapitre sur Vivi. J'aurais bien aimé. Mais bon, après ils auraient pas pu le glisser parce qu'il aurait fallu rajouter encore un auteur dans les trucs. Ou alors il aurait fallu qu'ils fassent une grosse compile d'histoires courtes avec tous les spin-offs. Mais je suppose que c'était moins rentable que de vendre 2 tomes de One Piece A et un tome de Sanji Food Wars. Enfin voilà, j'espère qu'en tout cas l'histoire sur Vivi, j'espère qu'ils trouveront une astuce pour la glisser un moment. Après malheureusement je crois que... je me souviens plus... malheureusement Glénat... Je pense qu'ils n'ont pas les droits de Nisekoi, donc ils pourront pas le glisser dans un truc spécial Nisekoi ou j'en sais rien. Donc ça va être compliqué à mon avis. Mais si jamais un jour ça se fait, je serai là pour l'acheter. Le chapitre sur Vivi, je serais quand même curieux de le lire. Alors ensuite, Dr Stone, donc tome 24 à 26, donc la fin de Dr Stone. Dr Stone, manga très très sympathique à suivre, hein, qui donc nous raconte, vu que c'est la fin, je vais résumer vite fait. C'est l'histoire de Senku, un fanat de science qui, le jour où l'humanité se fait transformer en pierre mystérieusement, lui garde un peu dans un coin de sa tête la conscience et
se met à compter les secondes pour savoir combien de temps il est dans la pierre. Et un jour, par miracle, il finit par se délivrer de la pierre et va devoir rebâtir la civilisation grâce à la science. Et en gros, c'est une histoire d'un gars qui va devoir réinventer à peu près tout à partir de ce qu'il y a dans une sorte d'âge de pierre du futur, quoi. Parce que l'humanité est sous la pierre depuis 2 millions d'années ou je sais pas quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense de cette fin? Alors, déjà, avant de se commencer à spoiler la fin, je vous préviendrai, vous en faites pas, la série, vers la fin, commençait à y aller un peu trop crescendo, je trouve. Ce qui est normal, entre guillemets, parce que forcément, si le but c'est d'aller dans l'espace, vous le voyez sur cette couverture-là, forcément, au bout d'un moment, ils vont devoir inventer des fusées ou des trucs qui sont un peu trop improbables, un peu trop. Du coup, bon, c'était un peu grillé dès le début qu'à un moment ce serait too much. Mais le truc que je trouve un peu dommage en fait, c'est que il y a cette notion, une fois qu'ils ont débloqué un truc, on part du principe qu'ils l'ont acquis pour toujours et de manière absolue. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont expliqué comment ils font pour inventer un circuit imprimé par exemple, et ils t'expliquent que ça prend des semaines, qu'il faut le faire à la main, machin, tordre les câbles et les machins, enfin voilà. D'un coup ils l'ont automatiquement. D'un coup ils s'en mettent plus à t'expliquer qu'ils ont pris 6 mois à aller construire les circuits imprimés. Non, ils les ont déjà, systématiquement, et ils sont à l'étape suivante, quoi. Alors qu'en vrai de vrai, ils mettraient 6 mois à chaque fois. À chaque fois qu'ils veulent inventer un truc, ils devraient attendre 6 mois de refaire d'autres circuits imprimés. Enfin, je donne un exemple random, hein. Je sais plus s'il y a des circuits imprimés, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire ils font les trucs étape par étape, mais une fois qu'ils ont validé une étape, on s'en met plus à expliquer qu'ils passent 6 mois à la refaire, quoi. Et du coup, des fois, ça paraît un peu invraisemblable de se dire que les gars, ils avaient 4 cailloux et machin, ils ont réussi à construire une fusée. Bon, la fusée, ils prennent du temps, hein, c'est pas le bon exemple, mais vous voyez, ils arrivent à inventer un truc improbable avec des ingrédients qui demandent d'inventer des trucs improbables, qui demandent d'inventer des trucs improbables, qui demandent d'inventer des trucs improbables, qui demandent de récolter des ressources rares, mais on les voit plus récolter la ressource, faire les 5 trucs improbables en avant. Donc du coup, ça arrive quand même des fois que tu dises ouais alors ok ta fusée tu peux la faire, mais les 6000 autres trucs qu'il faut faire avant là, ça va pas prendre 10 ans si on suit la logique de ce que t'avais dit avant. Mais bon, ça c'est du chipotage, c'était de la science de manga depuis le début, quoi. Donc on se doute que c'était un peu une excuse pour dire des trucs scientifiques et inventer des trucs plus que un truc très terre à terre, bien entendu. Mais bon, voilà, ça c'était pour le parcours, le truc, s'y aller un peu crescendo, et au fur et à mesure, au bout d'un moment, ça devient plus trop vraisemblable en fait. Et ça devient un peu too much à mon goût. Mais ça restait une série très, très sympathique à suivre, hein, pleine de mystères, et en plus il y avait tout un côté science qui était très, très intéressant, quoi. Sans être un fanat de science ou quoi que ce soit, moi j'aimais bien, quoi, découvrir les trucs, c'était assez marrant de voir comment ils pourraient théoriquement inventer tel truc super compliqué à partir de juste ce qu'on trouve dans la nature, quoi, et un peu d'huile de coude et de méninge, quoi. C'était plutôt cool. C'est une série que j'ai beaucoup aimée. Mais bon, là c'est la fin. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé de la fin? Alors pour ça je vais spoiler parce que j'ai pas envie de tourner autour du pot sur cette fin là. Donc si vous n'êtes pas à la fin de Dr Stone ou si vous n'avez jamais touché à Dr Stone, franchement, regardez ou lisez Dr Stone. C'est vraiment très sympa pour de vrai. D'ailleurs j'en profite là avant d'oublier, cette couverture là elle brille, la dernière, hein, c'était le premier tirage ou un truc comme ça à mon avis. Donc voilà, je vous invite, voilà, j'ai fait mon petit commentaire sur la couverture, je vous invite à commencer Dr Stone ou à passer au manga suivant ou quoi que ce soit si vous n'avez pas encore lu, avant que je vous spoil la fin. Donc je spoil dans 3, 2, 1, spoil. Donc la fin de Dr Stone, ce qui se passe, c'est que le gros mystère de Dr Stone, c'était qu'est-ce qui a transformé tout le monde en pierre, quoi. Est-ce que c'est un phénomène naturel? Est-ce que c'est pas naturel? Alors ça semblait être déclenché par un certain Wyman, dont on ignorait tout si ce n'est qu'il habite sur la Lune. Donc c'était vraiment très très mystérieux. D'autant que vu la nature du manga Dr Stone qui est très basé sur la science, on pouvait s'attendre à une vraie explication scientifique. On s'attendait sans doute tous à ce qu'il nous explique un quelconque phénomène scientifique vaguement réel et qu'il extrapole un peu pour en faire de la science de manga, quoi, et que du coup ça explique pourquoi quelqu'un a réussi à transformer tous les êtres vivants en pierre. Sauf que
En fait, ça vire un peu vers la science-fiction vers la fin, ce qui est peut-être un peu dommage, mais en même temps, comment ils pouvaient faire en fait. En fait, il n'y avait pas d'explication dès le début, c'est ça qui est un peu décevant. Il n'y avait pas. Du coup, forcément, ils n'allaient pas inventer de la science. Donc c'était le prétexte en fait, le fait de transformer en pierre. Ils n'avaient pas réfléchi à l'avance à la solution du mystère, ce qui est un peu dommage. Mais du coup, la solution c'est quoi? C'est que c'est des nanomachines robots. Enfin non, pas des nanomachines, c'est des robots en fait. C'est les médusas en fait, c'est des êtres vivants, des robots extraterrestres qui voulaient qu'on les recharge avec des piles. C'est vraiment ça, hein. Qui voulaient qu'on les recharge avec des piles. Du coup, ils ont transformé l'humanité en pierre, parce que de leur point de vue de robot du futur un peu bizarre, c'est accorder l'immortalité, quoi. Et ils étaient vraiment en mode, on vous accorde l'immortalité, comme ça vous nous aimez bien, et vous nous donnez des piles. Sauf que, sauf que vraiment, vu que les gens sont en pierre, ils peuvent plus te donner des piles. Et c'est vraiment, en vrai c'est un peu débile sur les bords quand même, comme il s'est c'est un peu n'importe quoi. Mais voilà, donc c'est ça la fin. En fait c'était des robots extraterrestres qui voulaient qu'on leur donne des piles, mais ils comprennent pas bien notre concept de mortalité et tout, et du coup ils sont ratés, ils nous ont transformés en pierre. Et le Wyman là, c'était vraiment les robots qui étaient en mode mais pourquoi tu nous donnes pas des piles? Tu t'es transformé en pierre, on t'avait donné la pierre pour te faire plaisir, donne-nous des piles et arrête de te détransformer en pierre. C'est vraiment ça en fait, le why qui faisait peur là. Bon, je me moque un peu, mais c'est une série que j'aime beaucoup, hein. Et la fin il n'est pas si décevante que ça, comme j'ai dit, il n'y avait pas 30 000 autres options en vrai. Mais voilà. Et petit détail intéressant par contre, c'est que vers la fin, il y a le reboot de Dr. Stone Reboot Byakuya là, qui raconte l'histoire du père de Senku, mais dans une sorte de timeline un peu alternative où ça se passe autrement. Et le truc qui est marrant, c'est qu'à la toute fin de Dr. Stone, ils sont en mode, c'est un peu la fin ouverte, en mode, bon, maintenant on a refait la civilisation, viens on invente le voyage dans le temps. Et imagine si on pouvait envoyer un petit robot dans le passé pour empêcher certains trucs. Et du coup en gros, ils sous-entendent que Reboot Byakuya, en gros, c'est la suite, entre gros guillemets, de Dr. Stone, parce qu'ils ont inventé le voyage dans le temps, ils ont envoyé un petit robot dans le passé, qui est le petit robot qu'il y a dans Reboot Byakuya, et du coup, c'est pour ça que ce qui se passe dans Reboot Byakuya ne coïncide pas totalement avec ce qui se passerait dans Dr. Stone, parce que du coup, c'est un spin-off dans la timeline altérée par le fait qu'ils aient voyagé dans le temps à la fin de Dr. Stone. En vrai, ça j'aime bien, c'est un peu marrant comme lien, c'est un peu cool, en vrai. C'est plutôt rigolo. Et en plus, vu que c'est sous-entendu, entre gros guillemets, c'est pas clairement énoncé, on pourrait aussi partir du principe qu'ils ont jamais réussi à inventer le voyage dans le temps, et puis que c'est la fin de Dr. Stone, point. Et que Reboot Byakuya, c'est juste un spin-off pas canon. On peut voir les choses des deux façons. J'aime bien ce côté un peu subtil, sans vraiment l'être, de canoniser en gros Reboot Byakuya et de lui donner beaucoup d'importance d'un seul coup. Et voilà, plutôt cool du coup, plutôt cool. Et on enchaîne avec une autre fin, Tsugumi Project tome 7. Tsugumi Project, c'était vraiment cool. Franchement, si vous êtes passé à côté, petite pépite, Tsugumi Project. C'est quoi? C'est l'histoire d'un gars dans un futur un peu dystopique, quoi, qui est envoyé au Japon. Le Japon qui est une terre désolée, où il se passe des trucs bizarres qu'on comprend pas trop, mais où personne ne revient jamais, quoi, quand il y va, un peu radioactif, tout ça. Pour aller chercher des documents ou des infos, enfin je sais plus quoi, enfin il est envoyé là, il est un peu prisonnier, quoi. Et qui du coup va essayer d'y arriver tout simplement pour être libéré et pouvoir retourner auprès de son amoureuse, quoi. Mais comme vous le voyez un peu sur la couverture, il y a des êtres un peu hybrides animaux, un peu bizarres, surpuissants. C'est une terre assez hostile avec plein de personnages hauts en couleur, mais assez dangereux chacun. Et voilà, il va essayer de s'en sortir dans ce Japon du futur avec des animaux hybrides un peu bizarres, humains, et où tout est un peu radioactif et où il risque de mourir à chaque tournant. Mais l'atmosphère au tout début est très particulière. Et même quand ça devient un peu plus parlant, même quand les personnages commencent à y avoir beaucoup de personnages qui parlent, beaucoup de... Voilà, on perd un peu cette atmosphère seule dans un environnement hostile. Et ben ça garde quand même
cette ambiance un peu spéciale, ça garde quand même ces personnages un peu haut en couleur, mais en même temps un peu sombre, un peu réaliste, enfin un peu... Voilà, on est dans un monde un peu cruel, quoi, c'est ça que je veux dire. Et c'était vraiment une super série. Là, c'est terminé en 7 tomes, mais le truc, c'est que l'auteur, la manière dont il en parlait dans les petites pages de texte là qu'il peut y avoir entre certains chapitres ou à la fin en postface, enfin, vous voyez ce genre de texte, quoi. L'auteur laissait clairement entendre que c'est un univers qui lui trottait dans la tête depuis longtemps, et je sens qu'il va essayer de le développer. Ça m'étonnerait pas qu'un jour on ait une suite. Surtout qu'en plus la fin est un peu ouverte, enfin la fin laisse clairement la place à une suite. Franchement, si un jour on développe cet univers dans n'importe quel autre média, en vrai je verrais bien un jeu vidéo aussi par exemple, ça pourrait très bien passer dans cet univers, avec des designs très particuliers mais qui sont plutôt cool, enfin... L'auteur a son univers, je vois pas comment le dire autrement, quoi. C'est vraiment particulier, mais c'est une petite pépite, franchement. En plus, seulement 7 tomes, ça va, ça se joue, quoi. Donc, franchement, sautez dessus. Si vous avez 7 tomes, si vous avez de quoi acheter 7 tomes là dans votre poche, foncez, quoi. Parce que c'est une petite série vraiment sympathique, et qui, je crois, est un peu passé sous les radars quand même, hein. Alors, elle était pas mal mise en avant par Ki-hoon, parce que c'est une sorte de Ki-hoon original, ou quelque chose dans le genre. Mais, vraiment, si vous êtes passé à côté, jetez un coup d'œil, hein. Moi je vous dis, achetez juste le tome 1 si vous hésitez. Vous serez tout de suite fixé. À une époque, il y avait même un truc genre les 2 premiers tomes pour le prix d'un. Alors ça doit plus être trouvable, mais peut-être que dans le fin fond d'une obscure librairie de je ne sais où, il y a encore. On sait jamais demander, hein. Donc il y a peut-être moyen, si vous avez la chance level max, de trouver encore ce 2 tomes pour le prix d'un. Mais sinon, franchement, prenez le tome 1, essayez, si vous aimez bien l'ambiance, vous allez adorer toute la série, je pense. Même si ça évolue, hein, mais franchement, moi j'étais accroché dès le début, alors que c'est un peu le hasard qui a mis ce manga sur mon chemin. Je ne vous dévoile toujours pas pourquoi, parce que pour ceux qui se souviennent des vidéos précédentes, j'ai toujours une surprise relative à ça. Je vais pas trop en dire, je fais exprès d'être vague. Voilà, il y a un truc encore, Tsugumi Project, on n'en a pas fini sur cette chaîne pour une raison un peu bizarre que vous verrez probablement sur aucune autre chaîne, ou en tout cas sur pas beaucoup d'autres chaînes, ou alors ironiquement peut-être sur beaucoup de chaînes. C'est un cas un peu spécial, encore une fois j'en dis pas plus, hein. C'est vraiment, il y a une vraie surprise vis-à-vis de Tsugumi Project, mais c'est pas dans cette vidéo. Donc là pour le coup, on va juste rappeler, vu que c'est le dernier tome et que c'est la fin, vraiment super série, j'espère vraiment qu'on reverra cet univers, et notamment qu'on aura la suite de cette histoire, parce que comme j'ai dit, la fin est un peu ouverte sur certains points, parce que moi j'ai vraiment accroché. Ah là là, on enchaîne sur Dragon Ball Super, tome 21. Alors Dragon Ball Super, j'en profite pour glisser un mot, alors j'aime pas être trop solennel ou quoi que ce soit, moi je suis plutôt du genre rigolo, quoi, mais... le fait est que quelques jours avant que je tourne cette vidéo, le décès de Akira Toriyama, donc créateur de Dragon Ball, vous voyez son nom ici sur le manga, a été annoncé. Donc, vu qu'on parle de Dragon Ball, j'en profite pour faire un petit rappel, un petit hommage, enfin, à mon échelle, quoi, j'ai un truc très personnel, pour dire que Dragon Ball Z, l'animé Dragon Ball Z, c'est le moment où j'ai eu le déclic de comprendre que j'aimais particulièrement les mangas et les animés. Avant ça, bien sûr, j'avais vu d'autres animés, voilà, tous les trucs de l'enfance, hein, ça peut remonter aussi loin que genre Hamtaro, vous voyez, ça peut remonter jusqu'à Hamtaro, mais il y a aussi eu tous les trucs un peu à la mode, genre Beyblade, Inazuma Eleven, tout ça que j'ai vu dans mon enfance avant de comprendre totalement pourquoi j'aimais tant, enfin, qu'il y avait un rapport entre ces choses que j'aimais tant, quoi, qui était que c'était des animés et que c'était parfois des mangas aussi. Et vraiment, Dragon Ball Z, c'est le déclic, c'est le moment où j'ai commencé à comprendre. Dragon Ball Z, puis ensuite One Piece et Fairy Tail qui ont confirmé le truc, si vous voulez. C'était à l'époque où ça passait sur D17 alias C17 alias C-Star alias Direct Star alias 30 autres trucs. Vous voyez l'époque à peu près où ça changeait tout le temps de nom. Voilà, c'est cette époque-là. C'est Dragon Ball Z, pour en revenir là, parce que je digresse alors que je suis un peu en mode hommage là. Désolé monsieur Akira Toriyama. C'est très sincèrement le moment, le déclic, Dragon Ball Z. C'est le moment où je suis passé de fan de dessin animé à fan d'animé, vous voyez. Et du coup c'est extrêmement important dans ma vie, quoi. C'est le point pivot, quoi. C'est le canon event, pour dire ça de manière un peu compréhensible. Et du coup, un grand merci
Voilà, encore une fois, j'aime pas trop être solennel, machin, c'est pour ça que je parle assez je veux juste être franc, là, je veux juste vous dire. Un grand merci à Akira Toriyama pour toute son œuvre, et pour le rôle qu'il a eu, malgré lui, parce qu'il sait pas que il a jamais su que j'existais, en fait. Mais, quand même, juste en faisant ces trucs, parce qu'il les a fait pour lui, à la base, c'est parce que lui, il aime bien les mangas. Il a fait son manga, pour se faire plaisir à lui, enfin, parce que c'est ce qu'il voulait faire de sa vie. Et sans le savoir, peut-être qu'il s'en doutait parce qu'il a beaucoup de fans, mais sans le savoir, bah c'est peut-être lui qui a fait que je suis fan des animés et des mangas aujourd'hui. Ou en tout cas, c'est lui qui a fait que je l'ai réalisé aussitôt. Il y a un monde où je le réalisais beaucoup plus tard, ou un monde où je le réalisais peut-être même jamais, qui sait. Et un grand merci à Akira Toriyama, quoi. Désolé, je me perds, mais je veux pas paraître mal poli, quoi. Enfin, je veux pas. Voilà, c'est un peu un hommage, donc je veux pas dire de bêtises. Mais quoi qu'il en soit, un grand merci à lui. Et on va donc là parler de Dragon Ball Super, donc la suite de son œuvre. Fin de la petite partie un peu hommage, un peu solennel. Voilà. Du coup, ce tome 21 de Dragon Ball Super. Intéressant parce que du coup, on en découvre un peu plus sur ce nouvel arc très particulier qui est centré sur Goten et Trunks qui font un peu les Great Saiyaman. Le truc, c'est que du coup, la relation par rapport au film Dragon Ball Super Super Hero n'était pas très claire. Et je crois que globalement, là on est fixé. Parce que là, en gros, on voit carrément des scènes de Dragon Ball Super Super Hero, mais sous un autre angle. Alors après, truc que je trouve un peu dommage, c'est que du coup il y a un côté retcon qui est un peu dommage. Alors même si je sais que le manga et l'animé sont dans deux continuités différentes, parce que des fois il y a Goku, il utilise le Kaioken ou il l'utilise pas, enfin voilà, il y a des petites différences comme ça. Et qu'en plus par rapport au film, c'est encore plus flou, le niveau continuité, parce que bah, on sait pas si les films sont canons aux animés, ou si le jour où l'animé continue, ils vont réadapter les films, enfin on sait pas comment ça va se passer, quoi. Donc la relation de canonicité entre les différents supports est assez floue. Mais du coup, vous voyez par exemple dans ce manga, je vais en dire un petit peu là, ça devrait pas trop spoiler. Il y a une scène qu'on voit dans Dragon Ball Super Super Hero, mais on la voit sous le prisme de Krillin qui essaye de poursuivre les protagonistes de la scène en question dans le film. Sauf que dans le film, il n'y a pas du tout Krillin. Dans le film, il n'y a pas Krillin, on le voit pas. Mais dans le manga, justement, on a la même scène où Krillin n'intervient pas, mais où il est en fond, quoi. Il essaye de les poursuivre, il essaye de suivre un peu ce qui se passe pendant que la scène se déroule. Le truc, c'est que ça fait très retcon. Franchement, si on avait vu un bout de tête de Krillin dans un coin de l'image dans le film Dragon Ball Super Super Hero, ça aurait rendu le truc beaucoup plus compact et beaucoup plus lié, vous voyez. Là, on sent vraiment qu'ils ont pris le film, ils ont essayé de coller les scènes à un autre truc pour qu'on puisse voir un peu ce qui se passe, quoi. Voilà, il y a vraiment un côté, on essaye d'intégrer l'histoire de Dragon Ball Super et Super Hero à notre histoire du manga et à présenter les choses de manière un peu différente. Là où pour les anciens films, ils se contentaient de faire une ellipse. Donc, voilà, dans un sens c'est mieux parce que je me suis souvent plaint du fait que l'ellipse, bah, ça gâchait un peu le côté continu du manga, quoi. Mais ouais, c'est un peu particulier, quoi. Le plus simple, à mon avis, pour pas être trop frustré par ça, c'est de considérer que le manga est vraiment sa propre canonicité, sans aucun lien avec le film, et que le film, c'est juste un support pour ce qui va se passer dans le manga à l'avenir, ce qui est un peu le cas factuellement, donc bon, voilà. C'est en tout cas intéressant de voir cette approche-là, et je me demande où ça va aller, du coup, ensuite. Donc là, c'est un peu Dragon Ball Super, là, l'avantage c'est que c'est un peu dans le vent, quoi. On sait vraiment pas où ça va exactement, vu qu'il y a eu tout un tas de... Bah, il y a eu une ellipse, quoi. Il y a eu tout un tas de changements dans le statu quo, qui font que l'avenir de la licence est un peu flou, et c'est pas plus mal, parce que du coup, on risque d'aller de surprise en surprise. Même si, ironiquement, là, on va pas trop de surprise en surprise, vu qu'on est dans un arc qui adapte, en tout cas partiellement, le film qu'on a déjà vu. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on a Chastity Reverse World, tome 4. Alors, je vous avais dit la dernière fois que j'avais été un peu déçu. On avait parlé des 3 premiers tomes, il me semble. Et que du coup, bah, j'attendais de voir comment ça allait évoluer, même parce qu'il y avait des signes d'amélioration au fur et à mesure. Et franchement, ces signes d'amélioration n'ont pas donné beaucoup de fruits dans ce tome 4. Du coup, toujours un poil déçu. Mais déçu par rapport à mon attente originelle, si vous voulez. Je suis pas déçu par rapport aux 3 premiers tomes, là. Je me suis habitué à l'attente que je devais avoir pour cette série.
ça reste bien dans son domaine, on va dire. Si vous voulez une petite comédie ecchi, un peu philosophique sur qu'est-ce qui se passerait si les rôles des différents genres étaient inversés, enfin, ça peut avoir son intérêt, ça peut être rigolo dans son propre domaine. Si vous vous attendez vraiment que à ça, ça peut le faire. Mais vous attendez pas un chef-d'œuvre comme peuvent l'être Idaten Deities ou Mushoku Tensei dans leur domaine respectif, hein, qu'on s'entende bien. Mushoku Tensei, j'ai dit n'importe quoi. Ishuzoku Reviewers, je voulais dire. Pardon. Je veux bien que Mushoku Tensei soit un chef-d'œuvre, hein, ça me va aussi. Mais voilà, ouais, Ishuzoku Reviewers et Idaten Deities dans leur domaine respectif ont ce côté très chef-d'œuvre entre guillemets. Encore une fois. Si vous n'aimez pas Ishuzoku Reviewers dans leur domaine respectif, dans le domaine du ecchi comique, ça sort du lot quand même, Ishuzoku Reviewers, ça vous pouvez pas le nier. Donc voilà, je suis un peu déçu quand même au global par Chastity Reverse World, mais c'est pas un manga détestable quoi. Ça se lit. Si tu essayes vraiment de te rentrer dans l'expérience un peu de pensée, ça peut même être un peu rigolo, mais je trouve que ça tourne vite en rond. C'est pour ça que moi j'étais content quand les interactions personnelles entre les personnages principaux devenaient plus engageantes au fur et à mesure. Mais bon, ça reste un peu stagnant dans ce tome-là. Donc on verra au tome suivant. J'espère que ça va quand même... voilà, ça sait me divertir, mais j'espère que ça saura m'emporter un peu plus dans son histoire. Ensuite, le tome 28 de One Punch Man. Alors One Punch Man qui est dans le climax de pour l'instant son arc le plus ambitieux, notamment en termes de nombre de personnages impliqués. Voilà, il y a vraiment... tous les personnages auxquels vous pouvez penser de l'association des héros qui ont un rôle à un moment ou un autre, qui ont combattu un monstre, qui ont fait un truc. Vraiment c'est dingue à quel point One Punch Man a réussi à mettre en avant ses personnages secondaires et à les rendre intéressants quoi. Surtout qu'il y en a, c'est vraiment des blagues à la base. Mais on s'y attache quoi, c'est vraiment, vraiment cool. Pour moi vraiment, je le redis au tout début quand il y avait la grosse hype One Punch Man, j'aimais bien. Mais je trouvais que c'était pas aussi hilarant que les gens le disaient. Et moi, pour moi, le moment où vraiment c'est devenu vraiment drôle par moment, c'est quand les personnages secondaires un peu rigolos ont commencé à être mis en avant. Donc genre Batman par exemple, le nom m'avait... le gag comme quoi le gars il s'appelle Batman parce qu'il utilisait une batte, je sais pas pourquoi ça m'avait fait rire. Et ça m'a marqué. Je le sors à chaque fois que je donne un exemple d'un gag rigolo de One Punch Man. C'est... voilà, mais c'est qu'un exemple, quoi, vous voyez. Et quand ils ont commencé à introduire tout un tas de personnages, forcément ça introduit tout un tas de gags potentiels et de dynamiques différentes. Donc pour moi, c'est ce qui a fait la force de One Punch Man, d'avoir su se développer au-delà de son simple gag de un coup de poing. Même si on aimerait bien qu'il donne un coup de poing quand même de temps en temps, Saitama, parce que ça devient de moins en moins fréquent, quoi. On attend que ça au bout d'un moment. Et là d'ailleurs, je me souviens plus très bien, ils ont peut-être battu le méchant sans Saitama. Donc ça va peut-être être un peu frustrant, mais je sais plus. J'ai plus les détails, hein, vous en faites pas, je vous spoil pas outre mesure. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, petit homme sympathique, gros climax. Je sens que pour cette fois, je l'ai dit beaucoup, mais pour cette fois on s'approche vraiment de la fin de l'arc. Et à mon avis, on va pas tarder à entamer le nouveau. Ensuite, World's End Harem Afterworld, donc la partie 2 de World's End Harem. Que j'aime bien pour une raison que j'ai déjà exprimée plus tôt, mais enfin plutôt dans d'autres vidéos. C'est que, en fait, ça donne une vibe un peu comédie romantique haremesque à World's End Harem, qui jusque-là était plutôt un thriller mystère, avec beaucoup de ecchi en fond, bien sûr, hein, mais jusque-là c'était plutôt mystère, thriller, machin. Là, on entre vraiment dans la comédie romantique, on entre dans Lovina, mais avec le ecchi poussé à 40 000%, quoi, vous voyez le genre. Donc là j'aime bien cette ambiance un peu, j'ai dit Lovina comme ça, mais cette ambiance un peu comédie romantique où tout le monde cohabite dans la même maison, etc. Ou même si on a encore les enjeux politiques de la partie d'avant en fond, on est surtout concentré sur les enjeux personnels et un peu romantiques entre les personnages. Ça j'aime bien, ça me parle. Donc après ça reste très marqué ecchi, donc ne vous y lancez pas si vous aimez pas ça. Mais voilà, j'aime bien la direction que ça prend en tout cas. C'est plutôt sympa, c'est plutôt léger en fait. On s'y attendrait pas vu qu'au début tout ce qui accrochait le lecteur, enfin en tout cas moi ce qui m'avait accroché c'était tout le mystère, les gros enjeux, la population mondiale qui était en danger, machin. Et là du coup, une approche un peu plus personnelle, un peu plus mignonne, moi j'aime bien, c'est sympa je trouve. Ensuite, le tome 15 de Fairy Tail Unread Quest. Alors, on a eu des news, je crois, il n'y a pas longtemps sur l'animé qui débarquerait dans pas si longtemps que ça. Tant mieux. C'est cool que Fairy Tail ça continue en animé. Même si je me demande comment les gens vont recevoir ça, vu que
du coup en animé on a moins la scission, vous voyez. Les spectateurs d'animé ont peut-être pas les spectateurs d'animé ont peut-être moins cette impression que quand il y a une pause entre les deux, c'est une vraie scission, parce que ils sont habitués à avoir des saisons, vous voyez. Tandis qu'en manga, Fairy Tail, ça va du 1 au 63, et après ça s'arrête, c'est la fin de Fairy Tail, vous voyez. Alors que il y a eu plusieurs moments où Fairy Tail ça a été mis en pause quelque temps, où ça s'est arrêté, où ils ont changé de staff ou des trucs comme ça. Donc ils sont plus habitués à ce qu'il y a des pauses et des changements, les spectateurs uniquement d'animé. Et du coup je me dis que peut-être que contrairement à moi, qui ai souvent dit des trucs du style c'est bien comme suite de Fairy Tail, peut-être que les spectateurs de 100 Year Quest vont se dire que ça fait partie de Fairy Tail tout court, vous voyez ce que je veux dire? Ils vont peut-être pas faire la scission, et du coup ils vont peut-être moins laisser passer certains trucs un peu bizarres que moi j'ai soulignés dans certaines des vidéos précédentes. Donc j'espère qu'ils seront pas trop durs, les spectateurs de l'animé, avec 100 Year Quest, parce qu'ils ont moins ce côté c'est une nouvelle série, vous voyez. Pour eux, ce sera peut-être juste une saison supplémentaire à l'animé. Tandis que nous, les lecteurs de manga, enfin moi je suis les deux, animé et manga, mais pour Fairy Tail je suis manga, tandis que nous, les lecteurs de manga, eh ben, on a vraiment cette scission nette, parce que la série recommence au tome 1, quoi, vous voyez. Alors que pour l'animé, ce sera peut-être, certains spectateurs verront peut-être ça comme une saison de plus, et du coup tous les défauts qu'on pourrait reprocher à 100 Year Quest par rapport aux prédécesseurs pourraient être plus marqués dans la tête des spectateurs d'animé. Donc on verra bien. En tout cas, ça avance là. L'arc avec les alchimistes, ou je sais plus comment ils appellent ça, un peu particulier, je m'attendais pas à ça. C'est un développement de l'univers de Fairy Tail qui est peut-être un peu gros après tout ce temps, mais faut voir vers quel côté ça évolue, on verra. En tout cas, c'est plutôt sympa quand même pour l'instant. Le tome 18 de Bakemonogatari. Donc Bakemonogatari qui approche de sa fin, il me semble qu'il ne reste que 4 tomes, si je dis pas de bêtises actuellement. Donc le 19, 20, 21, 22. Et le truc, c'est que j'espère, parce que moi en fait, Bakemonogatari, le manga, ça a été ma porte d'entrée vers l'univers Bakemonogatari, parce que le light novel, bon, laisse tomber, ils sont même pas tous sortis en France en plus. Et l'animé, faut savoir dans quel ordre les suivre, parce qu'il y a des trucs quand même où c'est un peu contre-intuitif de regarder la saison 2 d'un truc, mais entre deux, faut regarder la saison 1 d'un autre truc, enfin vous voyez, c'est un peu contre-intuitif parfois l'animé Bakemonogatari, même si dans l'absolu il suffit de tout regarder dans l'ordre chronologique, je sais bien, ordre chronologique de sortie IRL. Mais tout ça pour dire que ça a été ma porte d'entrée, le manga. Et du coup je suis un peu triste que ça finisse, parce que vu qu'ils avaient adapté Kizumonogatari et des trucs comme ça, et Nekomonogatari je pense, j'avais espoir que Bakemonogatari ce soit le nexus, si vous voulez, de tout Monogatari, mais en manga. Moi j'avais espoir qu'ils adaptent tous les trucs Monogatari dans le manga Bakemonogatari, vous voyez. Ça aurait été un peu le hub dans lequel tu aurais eu toutes les histoires d'adapter dans l'ordre qu'ils estiment pertinent. Et du coup, t'aurais pas eu à réfléchir, quoi. Ça aurait été une bonne chose. Et du coup, le fait que cette série soit terminée au Japon en 22 tomes me rend un peu triste dans le sens où j'espère vraiment qu'il y aura une suite. J'espère vraiment, ou une suite ou une adaptation des autres parties de Monogatari. Moi, j'espère vraiment pouvoir continuer à suivre cette licence uniquement grâce au manga. Parce que le truc, c'est que vu qu'il y aura des trucs qui n'ont pas été adaptés, si je me mets à l'animé, je saurais pas trop sur quel pied danser. Est-ce que je regarde les trucs qui sont pas en manga directement, ou est-ce que j'attends pour tout me regarder d'une traite, ou est-ce que... Enfin voilà, moi je serais un peu perdu s'ils sortaient pas un manga pour adapter le reste avec la même équipe, s'il vous plaît, parce que Nishozin, j'adore. Voilà, avec la même équipe, enfin Nishozin il sera forcément là, vous me direz c'est l'œuvre originale, mais vous voyez ce que je veux dire. J'espère vraiment qu'on aura une suite, j'espère qu'on aura Nisei Monogatari, parce que je crois que c'est un truc qui n'a pas été adapté en manga. Voilà, j'espère qu'on aura un manga Nisei Monogatari, j'espère qu'on aura un manga Trucmuche Monogatari que j'ai pas en tête là. Voilà, j'espère qu'on aura tout en manga, par la même équipe. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir juste ne pas me prendre la tête et suivre la série des Monogatari purement grâce au manga. Ensuite, le tome 22 de Moi quand je me réincarne en slime, donc dans lequel on suit globalement l'état des lieux des relations entre deux puissances de l'univers de Moi quand je me réincarne en slime, et c'est à peu près tout. Après, ça a toujours été une série qui savait être assez lente par moments, Moi quand je me réincarne en slime, hein. C'est pas pour rien qu'on est déjà au tome 22 mais qu'on voit pas le bout, mais qui s'est resté intéressante, vous voyez, c'est pas lent, on s'ennuie, c'est lent, ça met les choses en place. C'est lent, on prend le temps
de développer les éléments qui doivent être développés pour la suite, quoi. Donc petite série sympa à suivre. J'aurais pas grand chose à dire sur ce tome précis de plus, quoi. Vous voyez, c'était un tome tout ce qu'il y a de plus banal. Ensuite, ReZero, 4ème arc, tome 6. Donc là c'est on va dire le processus standard d'une boucle dans ReZero, hein. On est en pleine phase de découverte des différents mystères, on essaye de comprendre ce qui se passe exactement, de voir avec les différents parties impliquées, comment on procède, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le mystère, quelle est la solution potentielle. Voilà, donc c'est le standard dans les boucles de ReZero. Après, j'ai remarqué que si on suit le pattern actuel, les boucles, en termes de manga en tout cas, sont de plus en plus longues au niveau des nombres de tomes, quoi. Donc, je me dis que, est-ce qu'au bout d'un moment, ça va pas traîner trop en longueur si on s'arrête pas sur une longueur limite, quoi. Parce que là, on n'en voit pas le bout pour l'instant. Enfin, on sait pas quand est-ce que ça va finir, le 4ème arc, de ce que j'en sais. Et voilà, j'espère que ça va pas trop traîner en longueur, parce que moi, je suis aussi curieux d'avoir la solution de la boucle au bout d'un moment, vous voyez. Parce qu'il y a... Au bout d'un moment, ça build up du mystère, ça build up du mystère, ça build up du mystère, ça pose des questions sur des questions. De temps en temps, on a 2-3 petites réponses, mais j'aimerais bien quand même comprendre ce qui se passe au bout du 7ème tome, quoi. Enfin, vous voyez. Donc, bon, c'est encore une fois un petit reproche mineur, hein. Ça reste une série que j'aime beaucoup suivre, ReZero, mais voilà, c'est le genre de truc. C'est aussi le fait que, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, hein, dans ces séries de lecture du mois, bah, on parle souvent d'un tome ou d'un petit groupe de tomes, donc je donne aussi des avis qui sont liés à l'instant T de là où on est dans le scénario. Forcément, quand on est en plein dans le mystère, bah, mon avis, ça va être « Oh, je veux la solution, je veux ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, donnez-moi la clé du mystère !» C'est logique. Voilà, ne m'en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Hein. C'est logique que je me plaigne un peu de « Oh, je veux savoir ce qui se passe !» quand on est en plein dans le mystère. Encore une fois, c'est lié au format et comment il est conçu on fait tome par tome, quoi. Ou groupe de tomes par groupe de tomes quand je mets un peu de temps à les lire. Voilà. Et sinon, petite anecdote qui ne sert à rien, au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a pas longtemps, il y a une collaboration entre ReZero et Nikke Goddess of Victory qui a été annoncée. Vous en faites ce que vous voulez. C'est un jeu que moi j'aime bien. Parfois, j'y ai pas joué depuis. Enfin, j'y joue plus trop ces derniers temps, mais à un moment j'y jouais pas mal. Donc c'est une sorte de jeu de tir un peu RPG sur les bords. Donc ça peut être sympa si vous saviez pas. Je sais même pas quand. Selon comment je fais le montage, peut-être que ce sera trop tard au moment où la vidéo sort, mais peut-être que j'ai appris quelque chose à quelqu'un. Ensuite, Classroom for Heroes, tome 16. Donc, série qui continue de poursuivre, hein, et qui est plutôt sympa à suivre, très humoristique, très feel good. C'est une petite série très sympa. Après, vraiment, il y avait vraiment eu un tournant. Je saurais plus vous dire à quel tome c'est exactement, mais il y a vraiment eu un tournant où la série s'est mise à assumer à fond son côté ecchi. Et des fois c'est un peu gênant limite, parce que c'est un peu too much. Mais pourquoi pas après tout ça. Mais quand tu compares au début de la série, ça fait un peu nos salles dans deux ambiances, je trouve. Après voilà, tu t'attaches aux personnages, tout ça, donc les voir dans des situations un peu cocasses, un peu rigolotes, c'est toujours sympathique. Moi j'aime bien cette série. Et je sais, l'animé je crois qu'il n'est pas encore sorti. Ah non si, il est déjà sorti. En tout cas, si vous avez vu l'animé, n'hésitez pas à me dire si c'est bien. Parce que moi je l'ai pas encore vu. Et je le verrai pas tant que j'aurai pas fini le manga de toute façon, mais je sais qu'il y a l'animé qui était dans l'actualité il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, on est maintenant entré dans la section coup de cœur du mois. Donc la section coup de cœur du mois, je rappelle, c'est quoi? C'est le moment où je décide parmi tous les mangas que je viens de vous présenter, lequel j'estime être mon préféré du mois. Bon après c'est plus ou moins accurate selon ce qu'il y a, selon mon humeur du moment où je tourne la vidéo, mais... Voilà, j'essaye pour le fun de déterminer lequel de ce mois-ci était mon préféré. Alors, j'ai plusieurs candidats, comme certaines fois où c'est déjà arrivé, donc je vais les passer un peu en revue avec vous, et vous me direz ce que vous en pensez. Donc, pour l'instant, j'ai plusieurs options. Soit le quotidien du Népéodite, qui comme je vous dis, est un peu mon dernier coup de cœur, ma dernière pépite, et ça perd pas en qualité, quoi, tome 4 et 5, toujours super. One Piece. One Piece c'est un classique et là je vous l'ai dit, pour moi l'arc qui commence là il est vraiment excellent. Et Tsugumi Project c'est le dernier tome, donc c'est sa dernière chance et en plus c'était vraiment une super série. Ce que je vais faire, d'habitude, pour ceux qui me connaissent, j'aurais carrément plutôt tendance à donner à Tsugumi Project parce que c'est la dernière fois qu'on le verra dans cette vidéo, sauf s'il y a une suite qui est annoncée. Mais
je sais que je fais tout le temps ça en fait. Du coup, pour ce coup-ci, il va pas avoir le droit au Joker. D'habitude, je donnerai le côté, ouais, c'est le dernier tome, donc on va lui donner un petit plus, un petit boost, ça va être lui le coup de cœur du mois. Je vais pas faire ça. Vous savez ce que je vais faire à la place? Je vais espérer très fort. Espérer très fort qu'on ait un jour une suite à Tsugumi Project ou un truc qui se passe dans le même univers. Et ce coup-ci, il essaiera de gagner sa place dans les coups de cœur du mois. Donc, désolé Tsugumi Project, ton statut de dernier tome ne t'a pas tant aidé que ça. Et je vais même me servir de ça comme excuse pour espérer très fort qu'il y ait une suite. Donc, Tsugumi Project éliminé, c'est pas toi le coup de cœur du mois. Et là, vous savez quoi, j'ai poursuivi sur la même lancée. J'ai la logique d'exception qui est très présente dans ces coups de cœur du mois, où je donne souvent aux rookies, ou à celui qui est le dernier tome et qui réapparaîtra plus dans les vidéos. Enfin, je fais souvent la part belle à donner sa chance, quand j'hésite, à celui qui n'est pas déjà bien en place et qui ne sera pas potentiellement dans les coups de cœur du mois à chaque fois. Pour le coup, je vais laisser parler les classiques. Voilà, donc c'est bien One Piece, le manga coup de cœur du mois. Parce que bah, de temps en temps, faut quand même laisser... C'est bien de toujours laisser la place à l'exception, de laisser la place aux petits nouveaux, au dernier tome, au machin. Des fois, faut juste accepter que One Piece, c'est un manga du cœur, quoi. One Piece, c'est un manga que j'adore. Des fois, il a juste le droit de gagner parce que c'est le meilleur, quoi. Pas besoin de toujours... même si les autres sont très bien aussi, attention, les autres que j'ai montrés là en coup de cœur du mois sont excellents aussi, hein, mais... Des fois, il n'y a pas besoin de juste demander ah, allez, lui, il a pas toujours sa chance, je vais lui laisser coup de cœur. Non, des fois, juste laisse One Piece. Mais One Piece, tu sais que c'est une valeur sûre, tu sais que t'as adoré ce tome, mais juste One Piece. Arrête de réfléchir. Donc voilà, One Piece est le manga coup de cœur du mois, et franchement, c'est plutôt mérité. Hein. Voilà, alors voici l'outro de cette vidéo, hein, donc vous pouvez partir si vous êtes pressé. Merci de m'avoir écouté. Quoi qu'il en soit, c'est une sélection plutôt sympa, qui manque peut-être un peu de nouveautés. Les seules nouveautés c'est des spin-offs de One Piece, donc bon voilà. Mais je suis content d'avoir pu lire autant de séries, et j'aime bien toujours quand c'est diversifié, donc super cool. Ah non, au secours, la caméra a plus de batterie, elle s'est coupée. Non, voilà, excusez-moi. En fait, la caméra s'est coupée parce qu'elle a plus de batterie. Et là, je me suis dit, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je monte, parce que j'ai pas dit au revoir, quoi, j'ai pas dit à plus. Je me suis dit, est-ce que je monte moi qui dis à plus d'une précédente vidéo dans la vidéo en essayant de faire en sorte que ça soit pas trop pour que la vidéo puisse se conclure pas trop nettement, quoi. Ou quoi, enfin voilà, j'étais parti dans des délires et je me suis dit, tu sais quoi, sois juste tranquille, quoi, tu sors ton téléphone, tu fais l'outro avec ton téléphone et tu mets ça un peu en scène, tu mets le logo batterie éteinte, quoi, pour que tout le monde comprenne ce qui se passe. Donc voilà, c'est ce qui se passe, c'est tout. On est toujours dans le tournage de cette vidéo, sauf qu'il se trouve que ben j'ai plus de batterie dans ma caméra. Donc je vous dis au revoir ici et comme ça. J'espère que la qualité du son est pas trop nulle. C'était Japanman. À plus.